3 heures du matin? Tu connais ce silence. Ce n'est pas le calme apaisant de la nuit, mais le silence lourd et suspendu d'un hôpital qui ne dort jamais vraiment. L'air que tu respires est imprégné de cette odeur âcre d'antiseptique, une fragrance clinique qui se colle à tes vêtements et à ta peau, le parfum même de la souffrance contenue. Au-dessus de toi, les néons du couloir grésillent d'une lumière blanche et crue, traçant un chemin infini entre les portes closes. Chaque pas que tu fais résonne sur le linoléum froid, un son solitaire dans l'immensité du bâtiment. Dehors, la ville de Lyon est une mer de ténèbres silencieuses, mais ici, à l'intérieur, le bourdonnement électrique des machines est une constante, une berceuse mécanique pour ceux qui luttent pour la vie. C'est une atmosphère qui pèse sur les épaules, une tension palpable qui te rappelle constamment où tu te trouves. Tu pousses la porte de la chambre 307. Le son S étouffe instantanément. Ici, le seul bruit est le bip régulier et fragile du moniteur cardiaque, un métronome comptant les derniers instants. Un rayon de lune, pâle et fantomatique, traverse la fenêtre et dessine un rectangle de lumière sur les draps blancs et immaculés. Au milieu de ce tableau spectral, repose Monsieur Lambert. Il n'est plus que l'ombre de l'homme qu'il a été. Son corps de 80 ans est recroquevillé, frêle sous la mince couverture, et sa respiration est un souffle si léger qu'il faut se pencher pour le deviner. Ses yeux, autrefois pétillants de malice selon les photos sur sa table de chevet, sont désormais voilés par la maladie et le temps qui épuisent. Il fixe le vide, ou peut-être regarde-t-il bien au-delà des murs, vers un souvenir que toi tu ne peux pas voir. Soudain, son regard se tourne vers toi. Il y a une lueur de reconnaissance, une étincelle de conscience, qui lutte pour percer le brouillard. Sa voix, quand elle élève, n'est qu'un murmure rauque, un fil usé sur le point de rompre. Chloé? Ton nom, prononcé avec une telle difficulté, semble porter le poids de toute une vie. Tu t'approches doucement, ta main se posant instinctivement sur la sienne, une peau fine et froide, comme du papier. S'il vous plaît, continue-t-il, chaque syllabe étant un effort monumental. Ma Luna, j'ai besoin de la serrer dans mes bras une dernière fois. Ces mots ne sont pas une simple demande. C'est une supplique, une prière murmurée dans le sanctuaire stérile de sa chambre. Il flotte dans l'air glacial, chargé d'une urgence désespérée, d'un amour qui refuse de éteindre avec le reste de son corps. Ta gorge se noue. Le règlement de l'hôpital est un mur de glace, inflexible et absolu. Pas d'animaux. Jamais. C'est une règle gravée dans le marbre, une ligne de défense contre les infections, les allergies, le chaos. Une règle conçue pour protéger, mais qui, ce soir, te semble être une chaîne cruelle. Tu penses aux conséquences, à ta carrière que tu as mis des années à construire. Le docteur Chevalier, le chef de service, ne tolérerait jamais une telle infraction. Sa voix résonne déjà dans ta tête, tranchante, comme un scalpel. Tu es une professionnelle, un maillon dans la grande machine des soins, et ton rôle est d'appliquer les protocoles, pas de les briser pour une impulsion sentimentale. Le système est conçu pour être impersonnel, pour traiter des cas, pas des âmes. Et pourtant, cette âme te supplie du regard. Mais Monsieur Lambert n'est pas qu'un cas pour toi. Il n'est pas que le patient du 307. Au fil des semaines, il est devenu cet homme qui te racontait, durant les longues nuits d'insomnie, des bribes de son passé. Il te parlait de son épouse, emportée trop tôt, de leur petite maison avec le jardin fleuri, et surtout, de Luna. Cette chienne, qu'ils avaient sauvée ensemble, devenue le dernier fil doré, le reliant à son bonheur perdu. Luna n'est pas un simple animal de compagnie. Elle est un coffre à souvenirs, le témoin vivant de son plus grand amour, le battement de cœur, qui continue de résonner en l'absence de sa femme. En te demandant de la voir, il ne te demande pas un chien. Il te demande de lui ramener un morceau de sa vie, la chaleur d'un foyer, la preuve tangible que tout n'a pas été effacé. Tu lèves les yeux de sa main tremblante, et tu regardes son visage, où l'espoir et la résignation se livrent une bataille silencieuse. Le bip du moniteur continue son rythme implacable, chaque pulsation semblant te crier que le temps presse. Dehors, la lune est pleine, un disque d'argent indifférent suspendu dans le ciel noir. Une question s'impose alors dans ton esprit, si puissante, qu'elle étouffe toutes les autres pensées, toutes les peurs et toutes les règles. Le dernier désir d'un homme, à l'article de la mort, peut-il vraiment avoir la force de briser les protocoles les plus froids du monde, simplement pour un ultime acte d'amour? Tu sens le poids de sa vie, de sa paix finale, reposer entièrement sur tes épaules. Et tu sais, avec une certitude glaciale, que la réponse que tu donneras ne changera pas seulement sa nuit, mais aussi la tienne. Ton uniforme blanc est une armure que tu enfiles chaque jour. Une carapace contre la douleur, contre les larmes des familles, contre le silence pesant qui suit un dernier souffle. Tu es Chloé Martin, et dans les couloirs de cet immense hôpital lyonnais, tu es un pilier de calme au milieu de la tempête.
Tu maîtrises les gestes techniques avec une précision froide. Tu connais le nom de chaque médicament, le son de chaque alarme. Mais cette force est aussi ta plus grande vulnérabilité. Parfois, tard dans la nuit, en remplissant des dossiers sous la lumière crue des néons, tu as l'impression de être plus qu'une machine. Un automate programmé pour administrer des soins. Vérifier des constantes. Appliquer des protocoles. Tu sens ton humanité érodée, polie par la routine et l'efficacité. Et tu te demandes ce qu'il reste de la jeune femme passionnée qui voulait simplement aider les autres. Cette carapace a un coût. Elle te protège, mais elle t'isole aussi. Tu as appris à contenir tes émotions, à les enfermer à double tour derrière un sourire professionnel. Tu as perdu le compte des mains que tu as tenues sans vraiment les sentir, des mots de réconfort que tu as prononcés, sans qu'ils ne viennent du cœur. Pourtant, sous cette surface lisse et contrôlée, une vertu refuse de mourir. Une empathie féroce. Une capacité presque douloureuse à voir l'aile. Âme derrière le dossier médical. C'est elle qui te pousse à rester quelques minutes de plus auprès d'un patient angoissé, même si tu es en retard. C'est elle qui te fait remarquer la photo jaunie sur une table de chevet. C'est un feu secret que tu protèges du vent glacial du système. Une flamme qui te rappelle pourquoi tu es là, mais qui menace à chaque instant de te brûler si tu la laisses grandir. Pour toi, Monsieur Lambert n'a jamais été le patient du 307. Il est l'homme aux yeux rieurs qui, durant les longues heures d'insomnie, te racontait la couleur des roses que sa femme plantait chaque printemps. Il est la voix fragile qui te décrivait leur promenade au parc de la Tête d'Or, main dans la main, et le silence de leur maison après son départ. Il t'a confié des fragments de son existence, des souvenirs si précieux qu'il semblait briller dans l'obscurité de sa chambre. En t'écoutant, il ne voyait pas une infirmière, mais une confidente, la dernière personne à qui il pouvait léguer son histoire avant qu'elle ne s'efface. Ce lien, tissé nuit après nuit, est devenu un fil invisible, mais incroyablement solide. Un pacte tacite de confiance qui transcende la simple relation entre un soignant et son patient. Au cœur de ces récits, il y avait toujours Luna. Ce N était pas seulement une chienne, elle était le dernier chapitre de son histoire d'amour. Il te racontait comment il l'avait trouvée, abandonnée et tremblante, et comment sa femme l'avait prise dans ses bras, en disant qu'elle était un cadeau du ciel. Luna était devenue le témoin silencieux de leurs dernières années de bonheur, la chaleur vivante qui comblait le vide après la mort de son épouse. Chaque détail qu'il partageait, le contact de sa fourrure soyeuse sous ses doigts, le son de sa respiration tranquille à ses pieds, faisait d'elle bien plus qu'un animal. Elle était un coffre-fort de souvenirs, le dernier fil doré, le reliant à tout ce qu'il avait perdu. Lui ramener Luna, ce n'est pas simplement faire entrer un chien dans un hôpital, c'est lui rendre une partie de sa vie. Ce qui est en jeu est immense, une balance instable où chaque plateau porte un poids écrasant. D'un côté, sa paix finale, la possibilité pour lui de partir sans regret, le cœur apaisé par un dernier contact avec son passé heureux. De l'autre, ta carrière. T'imagines déjà le visage du docteur Chevalier, sa mâchoire serrée, son regard désapprobateur. Une faute professionnelle grave. Un licenciement quasi certain. Tu as travaillé si dur pour arriver jusqu'ici, sacrifiant des nuits, des week-ends, une partie de ta jeunesse. Tout pourrait s'effondrer pour un seul acte de compassion. Un geste qui, aux yeux du règlement, est une folie pure. Le système hospitalier est une forteresse de règles conçues pour protéger. Mais ces mêmes murs te semblent ce soir les barreaux d'une prison qui retient une âme captive. Tu regardes sa main, si frêle dans la tienne, puis son visage où l'espoir se bat contre l'épuisement. Le bip régulier du moniteur cardiaque scande les secondes, qui écoulent, chaque pulsation un rappel brutal que le temps lui est compté. Le silence dans la chambre n'est plus seulement une absence de bruit, il est devenu un espace où une décision doit naître, une décision qui pèsera lourdement sur ta conscience, quoi qu'il arrive. Tu sens que ce choix ne concerne plus seulement Monsieur Lambert. Il te concerne toi. Profondément. Qui es-tu vraiment? L'infirmière efficace qui obéit aux ordres, ou la femme qui écoute le murmure d'un cœur qui s'est éteint? Ta main, tremblante, glisse lentement vers la poche de ta blouse, à la recherche de ton téléphone, sentant que l'appel que tu t'apprêtes à passer pourrait tout changer. Le poids du téléphone dans ta main est celui d'une pierre, froide et lourde. Une encre qui pourrait soit te sauver, soit t'entraîner par le fond. Tu sens le métal lisse contre ta paume moite, un contraste saisissant avec la chaleur de la main de Monsieur Lambert, que tu tenais il y a quelques instants. Le bip du moniteur cardiaque est devenu le tic-tac d'une horloge implacable, chaque pulsation te rappelant que le temps n'est pas ton allié. La décision a germé dans le silence, une graine de désobéissance plantée dans le sol stérile de la raison et du règlement. Cette graine vient éclore. Ce n'est plus une question de pour ou de contre, de carrière ou de compassion. C'est devenu une évidence, une nécessité aussi vitale que le prochain souffle de cet homme. Tu ne brises pas une règle,
Tu réponds à un appel plus ancien et plus puissant que n'importe quel protocole. Ton pouce glisse sur l'écran, laissant une trace éphémère sur le verre froid. Le contact du neveu est là, enregistré dans le dossier du patient, une simple ligne de texte qui représente désormais la clé de tout. Tu composes le numéro. Chaque chiffre que tu presses est un pas de plus sur un pont que tu brûles derrière toi. Le son de la sonnerie, strident et artificiel, déchire le silence sacré de la chambre 307. Il te semble assourdissant. Un cri d'alarme que tout l'hôpital pourrait entendre. Tu retiens ton souffle, ton cœur battant à contretemps avec le moniteur. Dehors, la lune observe la scène, un œil d'argent impassible dans le velours noir de la nuit. Tu te sens incroyablement seul, et en même temps, plus connecté que jamais à l'humanité fragile qui repose dans ce lit. L'acte est irréversible, une pierre lancée dans une eau dormante. Une voix ensommeillée et irritée décroche enfin. Allô ? Tu ne laisses aucune place à l'hésitation dans ta propre voix, la forgeant dans un calme que tu ne ressens absolument pas. C'est l'infirmière de Monsieur Lambert. J'ai besoin que vous veniez. Il y a un silence, puis un grognement confus. Tu ne lui laisses pas le temps de protester, de poser des questions. Tes mots sont précis, tranchants comme un scalpel. Amenez Luna, maintenant. Ce n'est pas une suggestion, c'est un ordre qui puise sa force dans l'urgence de la situation. Tu peux presque sentir son incrédulité à travers le combiné. Mais il y a quelque chose dans ton ton. Une autorité née du désespoir, qui l'empêche de discuter. Il marmonne un accord vague, et tu raccroches avant qu'il ne puisse changer d'avis. Le clic final du téléphone est comme un coup de feu dans la nuit. La communication est coupée, mais une connexion invisible vient être forgée, un fil tendu à travers la ville endormie. Le silence qui retombe sur la chambre est différent. Il n'est plus lourd et stagnant, il est vibrant, chargé d'une attente électrique. C'est une étincelle dans la pénombre, une promesse murmurée contre les murs froids de la résignation. Tu te retournes vers Monsieur Lambert. Ses yeux sont toujours ouverts, fixés sur toi. Et il te semble y déceler une lueur nouvelle, une infime flamme de conscience qui vacille. A-t-il compris ? A-t-il senti le changement dans l'air, cette vague d'espoir que tu viens de mettre en mouvement ? Le rayon de lune sur ses draps ne paraît plus si fantomatique, mais presque chaleureux, comme une voie lactée menant à un dernier réconfort. Tu as allumé un feu et maintenant, tu dois le protéger du vent glacial qui menace de éteindre. Tu sens le poids de ton acte s'abattre sur tes épaules. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Les chaînes du protocole, que tu portais chaque jour comme une seconde peau, viennent de se briser. Ton uniforme blanc ne te semble plus une armure, mais un linceul que tu viens de déchirer pour laisser respirer ton cœur. L'image du docteur Chevalier, son visage sévère et son regard inflexible, se forment dans ton esprit. Tu as déclaré la guerre à un système, à une forteresse de règles conçues pour éliminer l'imprévu, émotion, l'humain. La peur est là, un nœud glacé dans ton estomac, mais elle est submergée par une étrange sensation de justesse, une certitude enivrante être exactement là où tu dois être. Tu as choisi. Tu as choisi l'homme derrière le patient, l'amour derrière la maladie. Et cette décision te définit bien plus que toutes tes années de service irréprochable. Tu sors de la chambre 307, refermant doucement la porte sur le secret que vous partagez désormais. Le couloir S étend devant toi, un chemin infini éclairé par les néons blafards. Chaque ombre semble cacher un observateur, chaque son lointain pourrait être le bruit des pas de l'autorité qui s'approche. Le bâtiment tout entier te semble un organisme vivant et hostile, dont tu viens de violer les défenses. Ta mission ne fait que commencer. Il ne suffit pas d'avoir passé un appel. Il faut maintenant orchestrer l'impossible. Comment faire entrer une promesse vivante, un animal plein de chaleur et de poils, dans cette citadelle de stérilité et de contrôle ? Ton esprit s'emballe, cherchant une faille dans la muraille, une porte dérobée, une distraction. Le temps est ton ennemi. Et chaque seconde qui passe, te rapproche, à la fois du miracle et du désastre. Le plan est en marche, une machine fragile que tu as mise en mouvement dans le secret de la nuit. Tu te faufiles dans les couloirs, chaque ombre te semblant être celle du docteur Chevalier. Tu dois préparer le terrain, trouver une entrée de service, un chemin dérobé loin des regards indiscrets. Le silence de l'hôpital n'est plus ton allié. Il est devenu un amplificateur pour tes peurs, transformant le moindre grincement de porte en une alarme stridente. Ton cœur bat au rythme frénétique de tes pas sur le linoléum froid, une course contre la montre et contre les règles que tu as toujours servies. Soudain, une silhouette se dresse au bout du couloir, massive et implacable. C'est lui, le docteur Chevalier. Son visage est une forteresse de certitude, ses yeux deux éclats de glace. Sa voix, tranchante comme un scalpel, déchire le silence. Infirmière Martin, qu'est-ce que c'est que cette rumeur au sujet d'un chien ?
Le temps se fige. Le monde se réduit à ce couloir stérile et à son regard accusateur qui te transperce. Les mots se bousculent dans ta gorge, mais aucun ne semble capable de franchir la barrière de tes lèvres. Le règlement, le protocole, ta carrière, tout défile dans ton esprit en une fraction de seconde. Tu sens le poids de son autorité, une force invisible qui te plaque contre le mur. Il est l'incarnation du système, froid, logique et sans pitié, pour les écarts de conduite sentimentaux. Alors que tu t'apprêtes à bafouiller une excuse qui ne le convaincra jamais, une porte s'ouvre à côté de vous. C'est Isabelle, une collègue des urgences. Elle jette un regard rapide sur la scène, comprend tout sans un mot, et se tourne vers le médecin avec une urgence feinte. « Docteur, vite, le patient du 204 désature, on a besoin de vous. » Son intervention est une bouée de sauvetage, un miracle de complicité silencieuse. Le docteur Chevalier hésite, son regard oscillant entre toi et l'urgence simulée par Isabelle. Finalement, le devoir professionnel l'emporte sur le soupçon. Il te lance un dernier regard, un avertissement muet, qui te promet que cette conversation n'est pas terminée, puis éloigne à grands pas. Tu expires un souffle que tu ne savais pas retenir, le corps tremblant de soulagement. Cette micro-victoire te donne un répit précieux, un instant pour respirer dans la tempête. Tu rejoins l'entrée de service, où une voiture vient de se garer discrètement. Le neveu de M. Lambert en sort, l'air agacé, tirant sur une laisse au bout de laquelle se trouve une Golden Retriever à la fourrure dorée. Luna. Elle est encore plus belle que dans les histoires, mais quelque chose cloche. Elle tremble, non pas d'excitation, mais d'une peur profonde, qui semble émaner de tout son être. La vétérinaire que tu as appelée en urgence, une jeune femme nommée Sophie, arrive presque en même temps. Tu lui expliques la situation à voix basse, le dernier souhait, l'urgence. Elle acquiesce, son visage professionnel ne laissant transparaître aucune émotion. Elle s'agenouille près de Luna pour un examen rapide, ses mains expertes parcourant le corps de l'animal. Juste pour s'assurer qu'elle est calme et en bonne santé, dit-elle pour te rassurer. Mais alors que ses doigts s'enfoncent doucement dans la fourrure soyeuse du flanc, son expression change. Son front se plisse, sa bouche se serre en une ligne fine. Elle écarte délicatement les poils, et tu aperçois ce qu'elle a trouvé. Une ecchymose violacée, ancienne et mal dissimulée. Puis une autre. Son murmure est un souffle glacé dans la nuit. Ça ne va pas du tout. Le monde bascule une nouvelle fois. Ce n'est plus seulement une histoire de compassion et de désobéissance. Une ombre bien plus sombre vient de s'inviter dans elle, équation. Le tremblement de Luna n'est pas lié au froid ou à Bull, étrangeté du lieu. C'est la mémoire de la douleur, une peur ancrée dans sa chair. Le neveu, qui observe la scène de loin, semble soudainement suspect, son impatience se teintant d'une nervosité coupable. Qui fait du mal à cet être sans défense, que M. Lambert chérit plus que tout? La question t'explose au visage, ajoutant une couche de complexité et d'horreur à une situation déjà insoutenable. Au même moment, ton beeper se met à sonner, une stridence aiguë et répétée qui déchire l'air. Le message affiché est laconique, brutal. Urgence chambre 307. Le cœur de M. Lambert est en train de lâcher. Tu es pris au piège. D'un côté, un animal visiblement maltraité, une victime silencieuse qui a besoin d'eau, être protégée. De l'autre, un homme qui se meurt, dont chaque seconde est peut-être la dernière, qui attend le réconfort que tu lui as promis. Le temps, cet ennemi abstrait, est devenu une force tangible et destructrice qui te frappe de plein fouet. Le son du beeper se mêle au léger gémissement de Luna, créant une symphonie cacophonique de désespoir. Tu lèves les yeux vers le bâtiment de l'hôpital, une forteresse de béton où la vie et la mort se côtoient, puis tu regardes la chienne tremblante et le visage fuyant du neveu. Chaque chemin qui s'offre à toi mène à une forme de perte, à un sacrifice. Et tu sais, avec une certitude terrifiante, que tu ne pourras pas sauver tout le monde ce soir. Le son strident de ton beeper et le gémissement plaintif de Luna se fondent en un seul cri d'agonie qui déchire le silence de la nuit. Tu es écartelé entre deux urgences, deux vies suspendues à un fil. D'un côté, le moniteur cardiaque qui s'affole dans la chambre 307, un compte à rebours impitoyable vers l'inévitable. De l'autre, cet animal tremblant, victime d'une cruauté invisible, dont les yeux te supplient de la protéger. Le neveu, à quelques pas, a le visage fermé, une muraille de déni. Le froid de la nuit s'infiltre sous ton uniforme, mais c'est un frisson bien plus profond qui te glace les os. C'est le sentiment d'impuissance, les chaînes du destin, qui se resserrent autour de toi. Chaque seconde perdue est une trahison, que ce soit envers l'homme qui se meurt, ou envers la créature sans défense qu'il a tant aimée. L'univers semble être contracté en cet instant précis, te forçant à un choix impossible. C'est alors que le regard de Sophie, la vétérinaire, croise le tien. Dans ses yeux tu ne vois pas le jugement d'une professionnelle,
mais le reflet de ta propre empathie, cette flamme que tu croyais si solitaire. Elle a vu ta détermination, elle a compris la profondeur de l'enjeu sans que tu aies besoin de prononcer un mot. Un pacte silencieux se noue entre vous, une alliance forgée dans l'urgence et la compassion. Sophie se relève, son visage est un masque de calme autoritaire. Elle se tourne vers le neveu, sa voix ne tremblant pas. Les papiers de la chienne, s'il vous plaît. Et je dois vérifier sa puce électronique, c'est la procédure. Ce n'est pas une question. C'est une affirmation qui ne laisse aucune place à la discussion. Ce simple acte, ce recours à la procédure, est une bouée de sauvetage, une lueur d'espoir qui vient de naître dans les ténèbres. Le neveu proteste, balbutie des excuses, mais Sophie sort un petit lecteur de sa mallette. Le geste est rapide, professionnel. Elle passe l'appareil le long du cou de Luna. Un bip discret retentit, un son presque incongru dans la tension ambiante. Sur le petit écran, une série de chiffres s'affiche, suivis d'un nom et d'une adresse. Le silence qui suit est plus lourd que n'importe quelle parole. Le nom n'est pas celui du neveu. L'adresse n'est pas la sienne. Un frisson te parcourt là, échine. C'est la preuve, froide et irréfutable, que quelque chose ne tourne pas rond. La vérité, cachée sous la peau, vient d'être révélée par la technologie. Luna n'appartient pas légalement à l'homme qui la tient en laisse, et ce détail change absolument tout. Le mensonge commence à se fissurer, laissant entrevoir une réalité bien plus sombre. Sans hésiter, Sophie compose le numéro associé à la puce. Une voix de femme âgée, ensommeillée, répond. En quelques phrases courtes et précises, la vétérinaire explique la situation. La vérité éclate alors, crue et douloureuse. La femme est une voisine de Monsieur Lambert. Elle explique que le neveu ne s'est presque jamais occupé de Luna, la laissant souvent seule des jours entiers ou la confiant à n'importe qui. Elle avait elle-même recueilli la chienne plusieurs fois, inquiète de sa maigreur et de sa tristesse. Elle avait tenté de joindre le neveu, sans succès. Chaque mot qu'elle prononce est un clou de plus sur le cercueil de ses mensonges. Ce n'est plus une simple négligence. C'est un abandon cruel et répété. Tu as désormais une arme, une vérité si puissante qu'elle pourrait faire tomber les murs les plus épais. Armé de cette nouvelle certitude, tu ne te sens plus seul. La peur a laissé place à une colère froide, une détermination de fer. Tu te tournes vers Sophie, un regard suffit. Vous n'allez pas entrer par la porte de service. Vous allez passer par l'entrée principale. Tu laisses le neveu et Luna sous la surveillance d'un agent de sécurité que Sophie a appelé discrètement, et tu t'enfonces à nouveau dans les entrailles de l'hôpital. Tu ne marches plus, tu fends l'air. Ton uniforme blanc n'est plus le symbole de ta soumission aux règles, mais étendard d'une juste cause. Tu sais exactement où tu vas. Tu ne cherches plus à te cacher du docteur Chevalier. Au contraire, tu le cherches. La conversation n'est plus celle d'une infirmière implorant une faveur, mais celle d'une femme exigeant que justice soit faite, pour l'homme qui, éteint, et pour Vel, être innocent qu'il a laissé derrière lui. Vous le trouvez dans son bureau, la fatigue marquant ses traits sous la lumière crue d'une lampe. Il lève les yeux, l'air surpris de vous voir. Avant qu'il ne puisse parler, tu exposes les faits. Ta voix est calme, mais chargée d'une intensité qui le force à écouter. Tu ne parles pas seulement du dernier souhait d'un mourant. Tu parles d'un sauvetage, d'un animal maltraité qui a besoin d'être mis en sécurité, d'un neveu indigne, qui a trahi la confiance de son oncle. Sophie appuie tes dires avec les preuves techniques, le rapport vétérinaire implicite dans ses paroles. Tu vois quelque chose changer dans le regard du médecin. Le mur de glace se fissure. Il n'est plus face à une simple infraction au règlement, mais à un dilemme moral. Il soupire, un son long et profond qui semble porter le poids de toutes les souffrances de cet hôpital. Puis, il lâche, sa voix rauque. 10 minutes. Pas une de plus. 10 minutes. Ce n'est rien, et c'est tout à la fois. C'est une éternité suspendue dans le temps, un cadeau volé au règlement. Tu pousses la porte du 307 avec une lenteur infinie, comme si le moindre bruit pouvait briser le sortilège. Le docteur Chevalier est juste derrière toi, une ombre silencieuse dont tu sens la présence, sans avoir besoin de te retourner. Il n'est plus le gardien du protocole, il est devenu un témoin. Luna, tenue par Sophie, hésite sur le seuil, ses pattes clouées au sol par l'odeur âcre de l'hôpital. Un parfum de peur et de souffrance qu'elle connaît trop bien. Ses yeux dorés balaient la pièce, Lune, équipement médical, les murs blancs, puis se pose sur la forme fragile étendue dans le lit. Le silence est total, si dense que tu peux entendre les battements de ton propre cœur. Un tambour affolé dans ta poitrine. L'air semble se figer, attendant la rencontre. Monsieur Lambert, dont les yeux étaient mi-clos, les ouvre soudainement,
Une étincelle de vie pure et intense traverse son regard voilé. Un nom S échappe de ses lèvres. Un murmure à peine audible, mais qui résonne dans la pièce comme un cri. Luna. Il n'a pas la force de se redresser. Mais sa main, si frêle, se soulève de quelques centimètres du drap, un phare tremblant dans la pénombre. Libérée par Sophie, la chienne avance d'un pas incertain. Chaque mouvement est une question. Elle contourne le lit, son flair analysant chaque odeur, cherchant une reconnaissance au milieu de l'aile, étrangeté clinique. Elle s'approche du visage de son maître, son museau humide, frôlant sa joue parcheminée. Un léger gémissement échappe d'elle, un son de tristesse et de reconnaissance mêlés. Elle a compris. Elle a retrouvé son foyer au milieu de ce désert de solitude. Le moment de la catharsis arrive, si puissant qu'il te coupe le souffle. Luna pose délicatement sa tête sur le torse de Monsieur Lambert, juste au-dessus de son cœur. C'est un geste d'une confiance absolue, une offrande de chaleur et de vie contre un corps qui, éteint. La main tremblante de l'homme se pose enfin sur sa tête, ses doigts s'enfonçant lentement dans la fourrure soyeuse et dorée. Dans ce contact, tout disparaît. Il n'y a plus d'hôpital, plus de maladie, plus de temps qui s'écoule. Il n'y a que cet amour pur, ce lien indéfectible qui a survécu à la séparation et à la cruauté. Tu vois les épaules de Monsieur Lambert se détendre, les rides de douleur sur son front s'effacer comme par magie. Une seule larme, lente et épaisse, roule sur sa tempe, et se perd dans ses cheveux blancs. C'est une larme de paix, de libération. Le silence est brisé par un son discret, presque imperceptible. C'est le docteur Chevalier qui renifle, tournant la tête pour dissimuler une émotion qui a finalement percé son armure de professionnalisme. Ce n'est plus une infraction au règlement à laquelle il assiste, c'est un miracle. C'est la preuve vivante que la médecine ne peut pas tout guérir, que parfois, le seul remède est un amour inconditionnel, une présence silencieuse qui dit « je suis là ». Les chaînes du système, froides et rigides, viennent de fondre dans la chaleur de cet instant. Tu sens que quelque chose a basculé, pas seulement pour Monsieur Lambert mais pour vous tous dans cette pièce. Vous avez été les témoins d'un adieu qui est aussi une retrouvaille, d'une fin qui est aussi un accomplissement. Cet acte de désobéissance est devenu l'acte de soin le plus profond de toute ta carrière. La main de Monsieur Lambert caresse la tête de Luna, un mouvement lent, presque mécanique, mais chargé d'une vie entière de souvenirs. Le bip du moniteur cardiaque, qui était erratique et faible, se stabilise étrangement. Son rythme ralentit, devenant plus profond, plus calme, comme s'il s'accordait au souffle tranquille de la chienne posée sur lui. C'est la symphonie de deux cœurs qui se disent au revoir. Sophie s'approche doucement, ses yeux brillants de larmes contenues. Elle murmure que le temps est écoulé. C'est la phrase la plus cruelle que tu aies jamais entendue. Comment quantifier un tel moment? Comment mettre un terme à une telle paix? Le monde extérieur, avec ses règles et ses horloges, semble une absurdité face à la vérité éternelle qui se joue dans ce lit d'hôpital. Avec une douceur infinie, Sophie aide Luna à se relever. La chienne jette un dernier regard à son maître, un regard d'une profondeur insondable. Monsieur Lambert ne proteste pas. Il ne semble même pas avoir remarqué leur départ. Ses yeux se ferment lentement, un sourire si léger qu'il est à peine visible flottant sur ses lèvres. Sa main retombe sur le drap. Mais elle n'est plus crispée. Elle est ouverte, apaisée. Tu t'approches du lit, ton regard fixé sur le moniteur. Le rythme cardiaque est maintenant lent, terriblement lent, chaque bip espacé par un silence qui, étire un peu plus. Tu poses ta main sur la sienne, sentant une dernière chaleur s'en échapper, et tu comprends que ce N était pas seulement un câlin. C était un passage, une permission de partir en paix. Monsieur Lambert s'est éteint cette nuit-là, quelques heures seulement après le départ de Luna. Le moniteur cardiaque a tracé une dernière ligne droite, plate et silencieuse, mais ce silence n'avait rien de tragique. Il était empreint d'une sérénité que tu n'avais pas sentie dans cette chambre depuis des semaines. Tu es resté à ses côtés, tenant sa main désormais froide, et tu as compris que tu n'avais pas seulement enfreint une règle, tu avais offert la paix. Ton uniforme blanc, autrefois une armure contre la douleur, te semblait maintenant léger, comme une peau neuve. En regardant l'aube se lever sur Lyon, peignant le ciel de teintes roses et dorées, tu as senti que ce N était pas seulement un nouveau jour qui commençait. Était le premier jour du reste de ta vie, une existence où les protocoles ne pourraient plus jamais étouffer le murmure d'un cœur. Tu était plus la même. Cette transformation s'est opérée en toi, profonde et irréversible. La peur des conséquences, la crainte du jugement du docteur Chevalier, tout cela était évaporé, remplacé par une conviction tranquille et inébranlable. Tu avais appris la plus importante des leçons. Les règles sont conçues pour servir l'humanité, et non l'inverse.
Les procédures et les protocoles ne sont que des squelettes, c'est la compassion qui leur donne une âme. Le souvenir du sourire apaisé de Monsieur Lambert. La sensation de la fourrure soyeuse de Luna sous tes doigts. Le respect silencieux dans le regard du médecin, voilà les principes qui guideraient désormais tes pas. En quittant la chambre 307, tu ne marchais pas vers une sanction, mais vers un avenir où tes gestes auraient un sens bien plus profond, un sens qui ne se trouve dans aucun manuel de soins infirmiers. L'histoire de cette nuit secrète n'est pas restée confinée entre les murs de l'hôpital. Elle s'est répandue, d'abord comme un murmure dans les couloirs, puis comme une vague qui a déferlé sur la ville. Un jeune journaliste, touché par le récit d'une aide-soignante, a publié un article dans le journal local. Le titre N était pas accusateur, mais poignant. Le dernier câlin de Monsieur Lambert. L'impact a été immédiat et puissant. Le standard de l'hôpital a été inondé d'appels et de courriels, non pas pour dénoncer une faute professionnelle, mais pour saluer un acte d'une humanité bouleversante. La communauté lyonnaise s'est emparée de l'histoire, la transformant en un symbole de ce que les soins devraient toujours être. Sans le savoir, tu avais allumé un feu dans le cœur de la cité, et sa chaleur te protégeait désormais. Face à cette vague de soutien public et au témoignage étonnamment ému du docteur Chevalier, la direction de l'hôpital a pris une décision historique. Au lieu de te sanctionner, ils ont vu en ton acte une révélation, une opportunité de réinventer leur approche de la fin de vie. Lors d'une conférence de presse qui a attiré l'attention nationale, ils ont annoncé la création d'un programme pilote de thérapie, assisté par les animaux pour les patients en soins palliatifs. Le nom de ce projet, choisi pour honorer l'origine de cette révolution, a été dévoilé avec solennité. L'héritage de Luna. Ton geste de désobéissance n'avait pas seulement sauvé la paix d'un homme. Il avait planté une graine d'espoir qui allait fleurir pour d'innombrables autres. Un héritage inattendu, né d'un simple murmure dans la nuit. L'histoire a eu d'autres répercussions, plus sombres mais nécessaires. L'enquête du journaliste a mis en lumière la négligence du neveu. Poussé par l'indignation publique et le rapport officiel de Sophie, la vétérinaire, les autorités ont ouvert une enquête pour maltraitance animale. La justice suivait son cours. Quant à Luna, son destin a basculé vers la lumière. Sophie, ton alliée de cette nuit-là, a décidé de l'adopter, lui offrant la sécurité et l'amour qu'elle méritait tant. Quelques semaines plus tard, tu as reçu une photo d'elle, non plus tremblante de peur, mais endormie profondément devant une cheminée, son pelage doré brillant dans la chaleur du feu. Elle était enfin chez elle. Un cercle de souffrance avait été brisé, et un nouveau cercle d'amour avait commencé. Tout cela grâce à une promesse tenue dans une chambre d'hôpital. Désormais, lorsque tu marches dans les couloirs de l'hôpital, l'air sent toujours l'antiseptique, mais pour toi, il est mêlé à un parfum subtil de courage et d'espoir. Tu es toujours Chloé Martin, infirmière, mais tu es aussi devenue un symbole silencieux pour tes collègues, le rappel vivant que derrière chaque blouse, un cœur bat, et qu'il faut parfois oser écouter. Cette nuit a laissé sur toi une empreinte indélébile, non pas une cicatrice, mais une marque de force. Tu as compris que les actes de guérison les plus puissants ne sont pas toujours ceux dictés par la science, mais ceux inspirés par l'amour. Le système avait plié, il était devenu plus humain. Mais tu te demandais parfois, en regardant les murs froids de l'institution, si cette nouvelle humanité serait assez forte pour résister à des épreuves du temps. Cette nuit-là a gravé en toi une vérité indélébile, une certitude qui a redéfini les contours de ton existence. Tu n'es plus simplement l'infirmière efficace, l'automate en blouse blanche, qui applique les protocoles avec une précision froide. Tu es devenue la gardienne d'une flamme, la preuve vivante qu'un seul acte de désobéissance, né de la plus pure compassion, peut fissurer les murs les plus épais. Les couloirs de l'hôpital sont toujours les mêmes, la lumière des néons toujours aussi crue, mais tu ne les traverses plus de la même manière. Tu y vois désormais les traces invisibles de cette histoire, le fantôme d'un sourire apaisé, réel, écho d'un aboiement silencieux. L'héritage de Luna n'est pas qu'un programme sur le papier, c'est le battement de cœur que tu as réintroduit dans les veines de cette immense machine à soigner, un rappel constant que la plus grande guérison est parfois celle de l'âme. Cette histoire nous enseigne une leçon universelle sur la nature même des règles qui gouvernent nos vies. Elles sont érigées comme des forteresses pour nous protéger du chaos, mais sans la souplesse de l'empathie, ces mêmes murs deviennent une prison. Ta décision de briser le protocole N n'était pas un acte d'anarchie, mais un acte de justice supérieure, une reconnaissance que l'humanité doit toujours prévaloir sur la procédure. Le véritable courage ne réside pas dans l'obéissance aveugle, mais dans la capacité à discerner le moment où une règle cesse de servir la vie, pour commencer à l'entraver. Ce que tu as fait cette nuit-là, c'est rappeler à tout un système que son but ultime n'est pas de gérer la maladie, mais de prendre soin des êtres humains, avec toute la complexité, la fragilité et l'amour que cela implique.
La portée de ton geste a dépassé les murs de la chambre 307 pour étendre bien au-delà. La justice a suivi son cours pour le neveu, un rappel sévère que la négligence est une forme de cruauté qui ne peut rester impunie. Mais la plus belle des justices fut celle rendue à Luna. En la voyant sur cette photo, endormie en toute confiance devant un feu de cheminée, tu as compris que tu n'avais pas seulement offert la paix à un mourant, tu avais offert une nouvelle vie à un être innocent. Tu as brisé une chaîne de souffrance et de solitude, pour la remplacer par un cercle de chaleur et de sécurité. C'est la preuve que la compassion n'est jamais un acte isolé. Elle est une pierre jetée dans l'eau, dont les ondes se propagent, touchant des rivages que l'on n'aurait jamais imaginés, apportant la lumière dans les recoins les plus sombres. Et toi qui écoutes cette histoire, n'as-tu jamais senti le poids d'un règlement absurde face à une souffrance bien réelle? Nous avons tous, dans nos vies, nos propres protocoles à suivre, nos propres docteurs chevaliers à affronter, ces voix de la raison qui nous intiment de rester dans le rang. Cette histoire n'est pas seulement celle de Chloé, de Monsieur Lambert et de sa chienne, c'est la tienne. C'est un miroir tendu vers ces moments où ton cœur te murmure une chose, et où le monde t'en crie une autre. Elle nous interroge sur notre propre courage, sur notre capacité à reconnaître l'urgence d'un dernier câlin dans un monde obsédé par l'efficacité. Quel est le règlement que tu serais prêt à briser pour un acte d'amour? Quelle est la Luna qui attend que tu te battes pour elle? Au bout du compte, ce que cette nuit nous révèle, c'est une vérité aussi simple que profonde sur la condition humaine. Dans le grand théâtre de la vie, face au silence final, ce ne sont ni les richesses, ni les succès, ni le respect des règles qui apaisent notre âme. C'est la connexion. C'est la chaleur d'une main dans la nôtre, la fidélité d'un regard aimant, la certitude de ne pas partir seul. L'amour inconditionnel, sous toutes ses formes, est le seul remède véritable contre l'angoisse du néant. Le dernier geste de Monsieur Lambert, sa main s'enfonçant dans la fourrure de Luna, Nataz, était pas un adieu à la vie, mais une célébration de ce qui la rend digne être vécu. C'est le langage universel, qui unit tous les êtres vivants, un langage que tu as eu le courage d'honorer. L'héritage de Luna n'est donc pas seulement un programme de zoothérapie dans un hôpital de Lyon. C'est une idée, une invitation à l'action qui t'est adressée aujourd'hui. C'est le rappel que les plus grandes révolutions commencent souvent par un murmure, un geste de désobéissance silencieux, un acte de compassion qui semble insignifiant, mais qui a le pouvoir de tout changer. Le monde a désespérément besoin de plus de personnes prêtes à écouter le cœur qui bat sous l'uniforme, derrière le titre, au-delà du règlement. Alors, la prochaine fois que tu seras face à un choix, entre le confort de la règle et le risque de l'humanité, souviens-toi de cette histoire. Et demande-toi quel héritage, toi aussi, tu veux laisser derrière toi. Partage ta pensée, car chaque voix compte pour que cette flamme ne s'éteigne jamais.